Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching, qui a une moustache beaucoup plus petite que celle de Nietzsche. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de liberté. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la liberté? C'est une excellente question, Rémi. Euh, il y a plusieurs réponses possibles à chaque fois, de toute façon, dans des concepts de philo. Mais la première image que j'ai, c'est la scène dans Braveheart, où justement Mel Gibson dit, ils peuvent nous prendre ça, ça et ça, mais ils pourront pas nous prendre notre liberté, qui donne un peu l'idée qu'on pourrait avoir une certaine liberté, comme si on pourrait la posséder. Et cependant, c'est assez oxymorique dans la mesure où on n'est pas libre vraiment de faire ce qu'on veut. Je peux pas sauter d'une falaise et être libre de voler. Je peux pas aller sous l'eau et respirer comme un poisson. Donc, il y a une liberté de la capacité qui est limitée par les lois de la physique. Et parallèlement à ça, dans les faits, je peux sortir dans la rue et tuer quelqu'un, au sens où j'ai la capacité de, alors je vais pas le faire parce que je j'ai pas envie, mais il y a quand même la loi qui me l'interdit. Et du coup, il y a souvent une grande question, c'est est-ce que être libre, c'est faire ce qu'on veut? Et finalement, si on réfléchit un petit peu, ce qui est paradoxal avec la liberté, c'est que plus il y a de règles qui nous permettent de restreindre notre liberté, plus on est libre. Dans la mesure où, tu vois, si dans ton business, si tu faisais n'importe quoi, si tu t'imposais pas une certaine discipline, des certaines règles, je pense pas que tu pourrais avoir un business qui tourne. Ouais, du coup, ça veut dire que la liberté, c'est un mélange entre nos aspirations, mais aussi nos contraintes. Ça peut être un petit peu, qu'est-ce qu'on fait de ces contraintes qui sont définitivement là, peut-être? Et comment est-ce qu'on construit un projet de vie autour de ces certaines contraintes? Donc, il y a une partie qui est physique. De toute façon, on peut pas rester éternellement dans l'eau puisqu'on n'est pas des poissons. Mhm. Et puis, il y a une partie qui est plutôt culturelle, alors, qui consiste à, on va pas tuer son prochain juste pour Mhm. le plaisir. Ouais. Bah, c'est que ça contient un petit peu le chaos que pourrait être la vie humaine comment dire, sans cadre, quoi. Et on le voit il y a deux choses qui me viennent en tête. Un philosophe dont on a déjà parlé, qui est Thomas Hobbes, qui écrit un livre majeur qui s'appelle Le Léviathan, où il s'interroge sur ce que pourrait être une société sans État, avant toute forme d'État, avant toute forme de politique, etc. Pour lui, d'après la physiologie humaine et l'anthropologie, s'il n'y a pas de règles, pas de limites, l'homme serait tellement dans un état de misère qu'il s'entretuerait. Il parle de compétition où on se tape dessus pour un regard de travers, de défiance où on va vouloir défier son voisin, défier son proche pour montrer sa puissance, et de vaine gloire où on va se contenter de pouvoir justement montrer sa superbe, montrer son orgueil, etc. Et du coup, s'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de propriété possible. Tout ce que tu peux vouloir posséder, ça veut dire que ton voisin peut le posséder, ça veut dire qu'autre chose peut qu'autrui peut le posséder. Et s'il le veut, bah, il va te casser la figure pour pouvoir le prendre. Que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, ta maison, quoi que ce soit. Et du coup, c'est un état de panique constant qui est complètement invivable. Et pour lui, pour restreindre ça, pour le bien-être de la population, il faut un État, avec un grand E, tellement puissant que on préfère s'y soumettre plutôt qu'essayer de le défier. C'est comme ça que se crée une forme de contrat tacite, au sens de j'accepte de restreindre ma liberté pourvu que toi tu la restreins aussi, dans le but de vraiment vivre dans une certaine cohérence. Ouais, et donc la liberté, c'est au-delà de j'ai envie de faire ce que je veux. Parce qu'il y Mhm. en a qui disent aussi, bah, moi, je me sens libre. Quelque Oui. part, en, en créant mon activité, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre qu'avant. Mhm. Libre de mon temps, et pour autant, à 16 heures, il faut que j'aille chercher mes filles, ce genre de choses quand Ouais. même.
mais j'ai quand même Mhm. l'impression de disposer de mon temps comme je l'entends. C'est parce que on confond souvent la liberté et l'autonomie. Et l'autonomie, ça s'est développé notamment chez Rousseau, où c'est autonomos, c'est sa propre loi. Pour lui, Rousseau, il a fait aussi une expérience de penser, de savoir qu'est-ce que pourrait être vraiment une société avant tout type d'État. Et pour lui, c'était cool. C'était l'homme est bon naturellement, du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais arrivent du coup des personnes plus fortes, au sens soit physique, soit intellectuel, mais souvent physique, qui vont justement euh, utiliser leur force pour asseoir leur autorité sur les plus faibles. Et c'est pour ça qu'il faut du coup un État pour justement rééquilibrer ça. Et il appelle ça, du coup, pour lui, c'est la démocratie, au sens où c'est le pouvoir du peuple. Et il parle du coup d'autonomie d'un point de vue étatique. C'est-à-dire que comme la démocratie, c'est le peuple qui vote la loi, du coup, c'est obéir à la loi qu'on s'est prescrit et liberté. Et du coup, là où on peut, à l'inverse de dire que être libre, c'est faire ce que je veux, quand je veux, etc., s'abroger de toute loi, l'autonomie, c'est plutôt décider de quel cadre on va s'imposer pour pouvoir contenir notre liberté. Et tu vois que dans ton cas, tu as la sensation, c'est avant tout ça, hein, finalement la liberté, c'est plus une sensation, tu as l'impression, tu as cette sensation d'être libre parce que tu gères ton cadre, tu crées ton cadre. Le fait d'aller chercher tes enfants à 16 heures, c'est quelque chose que j'imagine tu consens parce que tu l'as voulu. Mm. Et donc, ça te paraît moins comme étant une contrainte. Là, où justement, si on part d'un point de vue professionnel, la plupart des salariés se sentent pas libres. C'est pour ça, généralement, qu'ils veulent être à leur compte. En tout cas, c'est ce que veulent mes clients, c'est ce que veulent mes clients, je peux en parler. C'est justement de s'abroger de cette contrainte extérieure et de gérer eux-mêmes, de devenir autonomes. Ouais. Donc l'autonomie, c'est différent de la liberté alors. Là où la liberté serait plus une sensation, et là j'invoque Schopenhauer, je crois que c'est dans le monde comme volonté, comme représentation, où en fait on a la sensation d'être libre dès l'instant où on est empêché de quelque chose. On l'a vu, si je prends le confinement il y a 2 ans, s'est jamais senti libre avant qu'il y ait tout le confinement. Parce que quand on est privé de quelque chose qui n'est pas tangible, comme la santé ou la liberté, quand on se dit, ah putain, en fait, j'étais libre finalement. C'est pour ça que c'est cette sensation aussi. La différence entre liberté et autonomie, c'est que là où la liberté serait plus une forme de sensation, l'autonomie, elle est, on va dire, plutôt réfléchie. C'est OK, j'ai cette sensation de liberté, mais comment est-ce que je peux faire? Quel cadre je me mets pour souvent trouver le process d'une vie qui m'amènera le bonheur ou accomplir tel ou tel objectif. Ouais, parce que pour en revenir à ce que tu disais sur la liberté, qui est une forme de sensation, c'est extrêmement subjectif finalement. Parce que Mhm. quelqu'un qui vit ma vie, vit ma vie, ça va- il va peut-être se sentir emprisonné, lui. C'est pas possible. Parce que moi, je Mhm. voyage assez peu finalement, je Ouais. reste beaucoup chez moi, je travaille en assez seul la Mhm. plupart du temps. Bon, sauf quand on fait une émission de radio philo. Ouais. Oui. Mais sinon, mais sinon ça peut, pour quelqu'un d'autre, être une prison. En fait, la liberté pour quelqu'un peut être une prison pour quelqu'un d'autre. Mhm. Ah, totalement. C'est tous les concepts comme ça un peu abstraits. Le bonheur, il y en a qui vont vivre la vie qu'on vit, et puis ils vont dire qu'ils sont pas heureux parce que justement ils ont besoin d'un cadre. D'autres qui vont se sentir libres parfois dans un milieu très restreint. D'autres, il faut comment dire, qu'ils voyagent beaucoup parce que c'est ça pour eux la liberté, c'est ça qui leur crée du bonheur. Donc c'est pour ça que la définition de la liberté est absence de contraintes extérieures ou faire ce qu'on veut quand on veut, où on veut, être avec qui on veut. C'est trop abstrait, je trouve. Alors que c'est pour ça que je privilégie plutôt l'autonomie. Parce que là, dès l'instant où tu crées ton cadre, peu importe ton cadre, c'est là où tu gères ta vie comme tu veux. Est-ce qu'on a tous pour objectif d'être autonome? Ou en tout cas, est-ce que pour chaque personne, être autonome, c'est synonyme d'être heureux?
Je, je pense parce que si t'es pas autonome, ça peut être aussi parce que tu as peur de prendre tes responsabilités. Et du coup, tu as besoin d'une source extérieure qui crée ton cadre pour lui déroger toute la responsabilité de ta vie. Et j'imagine pas qu'on puisse pleinement être heureux en fuyant ses responsabilités. Si on prend un exemple, par exemple, ça peut être, Ben, par exemple, si, tes clients là, qui sont un peu dans le mal-être. Pour ouais, toi, ça veut dire que ils ne prennent pas leurs responsabilités dans certains domaines de leur vie? bah, non, c'est plutôt, non, vu qu'ils font le travail pour justement se transformer intérieurement, là, pour le coup, ils se sentent, en fait, ils ont pris la responsabilité de la situation dans laquelle ils sont. Ça ne veut pas dire que c'est de leur faute, c'est-à-dire que la manière dont ils vont répondre à cette situation, elle dépend d'eux. Et déjà, rien que ça veut dire qu'ils ont un pouvoir pour changer leur situation, qu'ils embrassent du coup la responsabilité de ce pouvoir. Alors que quelqu'un qui, généralement, tu vois, qui va toujours se plaindre, chouiner pour un oui, pour un non, oui, mais mon patron, oui, mais l'État, oui, mais machin, oui, mais machin. Tu vois qu'il est souvent très frustré parce que il délègue la situation dans laquelle il est à une source extérieure. Et du coup, ça veut dire qu'il se pense qu'il n'a pas le pouvoir de changer, et donc généralement, il est rarement heureux. La liberté, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est plus le potentiel de changer sa propre situation, plutôt Bah, que il y a, le fait ouais. de le faire réellement. Mhm. Le fait de se dire, Oui. bah, si par exemple, tu es salarié, que tu es pas forcément heureux, mais que tu sais au fond de toi, bah, moi, demain, je claque des doigts et puis je peux changer soit de job, soit de situation comme je veux. En fait, c'est avoir le choix, j'ai l'impression, mais sans forcément les faire, ces choix. Mais Mhm. Bien se sûr. dire, j'ai ce choix-là. Si par exemple, Mhm. tu avais 1 milliard sur ton compte en banque et que tu n'avais plus besoin de travailler jusqu'à la fin de tes jours, bah, finalement, ça change rien dans les faits à une personne qui n'a pas cette somme-là sur son compte et qui, du coup, n'est Mhm. pas forcément indépendante financièrement. Ouais. Ça change rien dans les faits, mais du coup, il y en a une qui va peut-être se dire, bah, moi, j'ai le choix de faire ce que je veux et finalement, je décide de rester ici, plutôt que Mhm. quelqu'un d'autre qui va se dire, bah, moi, j'ai pas le choix et ces contraintes-là, je les subis plutôt que je les choisis. Mhm. Oui, il y a clairement de ça. Et c'est, et le fait de faire ce choix ou ne pas faire ce choix, ça, comment dire, c'est ce que Kierkegaard et Sartre également expliquent. C'est qu'en fin de compte, tout le monde veut être libre, sauf que il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Parce que du coup, il n'y a pas de choix sans conséquence. Euh, et le problème, c'est que tout le monde veut être libre, mais personne ne veut euh, prendre la responsabilité de cette liberté. C'est pour ça qu'être libre, ça peut faire peur. Kierkegaard explique ça avec le concept d'angoisse, où on est vraiment face à un précipice, et t'as le vertige, t'es attiré par cette liberté, mais t'as un champ des possibles infini. Tu demandes bah, quel choix je vais faire, quelles conséquences ça va être. Un peu comme dans certains jeux vidéo, je pense à ça parce qu'ils vont faire une forme de remake de The Witcher 3. Justement, dans ce jeu vidéo, selon les choix que tu fais, t'as une fin différente. Et dans la vie, selon les choix que tu fais, t'as une fin différente. Et c'est pour ça que comment dire, dans les faits, on peut être libre de choisir ou pas. Et en fait, et ce que Sartre ajoute, c'est que choisir de ne pas choisir, c'est quand même choisir. Hmm. Et si on prend un exemple, Ouais. supposons quand j'étais petit, c'était ma mère qui me faisait à manger. Du jour Mhm. ensuite où j'ai décidé de prendre mon logement, mon premier logement, j'ai dû me faire à manger moi-même. Ouais. Donc quelque part, j'aspirais à cette liberté de pouvoir vivre tout seul. Mais du coup, quand tu dis, c'est aussi prendre ses responsabilités, dans ce cas-là, ça voudrait dire, je vais devoir prendre la responsabilité bah, de choisir ce que je vais manger et ensuite de Mhm. constituer de récupérer les ingrédients, de faire à manger, d'y Ouais. passer du temps, etc. C'est ça la Mhm. responsabilité pour toi, c'est toutes les conséquences. En fait, la responsabilité, comment tu la définirais à ce moment-là?
C'est respondere en latin, c'est la manière dont tu réponds à une situation. Toi, si tu vois, là, on sonne à ta porte et on met un carton avec plein de petits chatons dedans. C'est pas ta faute, t'as pas choisi d'avoir ces chatons-là, mais là, pour le coup, ils sont sous ta responsabilité. Soit tu les adoptes, soit tu vas à la SPA, soit tu les noies. Et la manière dont tu réponds à ça, c'est ça, ta responsabilité. Mais là, est-ce que tu es libre à ce moment-là quand tu vois ce carton où tu as tous les chats dedans? Tu te sens pas libre. Bah, dans les faits, si. Tu fais ce que tu veux, quoi. Mm. C'est une liberté en théorique où tu fais ce que tu veux. Tu peux choisir effectivement de faire tout ce que tu veux. Tu peux les ignorer, mais dans ce cas-là, c'est que tu as choisi de les ignorer et s'ils se retrouvent morts dans ton jardin, c'est ta responsabilité, Hmm. vu que tu aurais pu faire autre chose. En fait, c'est marrant parce que je me vois pas libre à ce moment-là parce que je me dis, ah purée, c'est quoi? Là, j'ai l'impression qu'on m'a plus amené une contrainte qu'autre chose, mais en réalité, la liberté, elle est dans le choix à chaque instant, de ce que tu décides de faire. Mhm. C'est pour ça que, il y a un truc qui fait très peur mais qui rend puissant, c'est que finalement on est responsable d'absolument tout ce qui nous arrive, dans la mesure où tout ce qui nous arrive n'est pas forcément de notre faute, mais on en est responsable. On voit bien avec le climat, c'est pas toi, ni moi, ni je sais pas qui a décidé du dérèglement climatique, c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Mais finalement, on est quand même responsable de l'état de la Terre. Donc la responsabilité, c'est vraiment comment je réagis à telle situation. Mhm. Moi, je la définis comme ça, en tout cas. C'est quelle réponse tu apportes à une certaine situation. Et c'est jamais A ou B, c'est A, B jusque Z prime, etc., etc. Ouais, et quand tu dis que c'est ta responsabilité, ou en tout cas le dérèglement climatique, on en est tous responsables, ça veut dire que on répond tous d'une manière qui génère ce dérèglement climatique, c'est ça que tu veux dire? Bah, qui le génère ou qui l'améliore. Ça donne le vertige quand même de se dire que Ah bah ça, c'est ça qui fait peur, et c'est pour ça que j'expliquais que Sartre et Kierkegaard parlent du vertige de la liberté. Le concept d'angoisse, c'est vraiment ça, c'est angoissé par rapport à une liberté, au sens où ça n'a pas d'objet, on ne sait pas exactement de quoi de quoi sera fait notre avenir, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on fait tel ou tel choix, et c'est ça qui effraie les gens. hmm, Si je prends un cas très concret, si je prends le cas de mes clients, ils sont salariés, ils veulent lancer leur boîte. C'est bah, mais j'ai peur de soit de pas réussir, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Je leur dis, bah ouais, peut-être, c'est normal d'avoir peur de ça, mais peut-être aussi que tu vas le faire, que ça va marcher parce qu'on va tout mettre en place pour que ça marche, que tu vas générer tes premiers milliers d'euros et que tu vas vivre la vie que tu as envie de vivre. Mais la responsabilité, c'est la leur. Et ma part de responsabilité, c'est de tout faire pour que ça réussisse. par rapport à tout ce qu'on s'est dit, comment on fait pour se sentir libre? Mais quelque part, on l'est tous au fond. Mais se Mhm. sentir libre, c'est pas pareil pour moi. C'est une forme de Mm. sensation. Ouais. On l'est, Bah, on ne le se sent mhm. pas forcément. Oui. Oui, bah oui. Mais je pense qu'on se sent libre dès l'instant où on se sent responsable, du coup. Si tu arrives à dire que tu es responsable d'absolument tout ce qui t'arrive, encore une fois, je risque de me répéter, la distinction entre la faute et la responsabilité, des choses qui ne sont pas de notre faute, mais on en est quand même responsable. Le coup des chatons, ou je sais pas, t'es médecin, il y a quelqu'un qui fait une attaque cardiaque dans la rue, c'est pas ta faute, c'est pas toi qui l'as fait ça, mais tu es responsable de cette personne. Enfin, et même si dans ta situation est... Alors là, je dis ça, c'est toujours pareil, il faut voir aussi le contexte. Quelqu'un, je sais pas si je prends dans les pays en guerre ou dans les pays où il y a la famine, etc., c'est pas en leur disant qu'ils sont responsables de comment ils répondent à ça que ça va les aider. C'est un concept très occidental là, que du coup que je dépeins. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour se sentir libre, dès l'instant où tu embrasses cette responsabilité, c'est là où tu peux avoir cette sensation-là. Parce que tu te dis, OK, tout dépend de moi, donc ça fait peur,
mais ça te rend aussi puissant. Tu vois si ça te parle ou pas. Hmm. Alors, en fait, quand tu as dit ça, ça renvoie à ma paternité. C'est bizarre. Je me Mhm, dis, j'ai une forme. Après, bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre terme pour définir responsabilité? Parce que je trouve que ça peut être un peu ambigu le fait de dire c'est pas ta faute, mais tu en es responsable. En fait, ça veut mhm, dire que tu n'es pas à l'origine de ce qui s'est produit, mais par contre, tu as une influence, tu as quand même un rôle à jouer dans la situation. En fait, la faute, appartient plutôt au passé. Est-ce que c'est ça? mhm. C'est plutôt Ça, qui est responsable de cette situation ou qui l'a été. Et là, mhm. par contre, la responsabilité, c'est dans l'instant présent, c'est comment toi tu réagis à une situation. Oui, parce que tu peux très bien faire un choix et que le futur fasse autrement. Tu peux faire vouloir le meilleur et faire le pire, quoi. Hmm. Si, admettons, si on reprend le cas des chatons qui se trouvent devant ta porte, tu choisis d'en prendre soin. Tu dis, bah tiens, c'est des chats, je vais leur donner du lait. Et ils tombent malades. Bah, ta responsabilité, c'est pas le fait qu'ils soient tombés malades, c'est parce que tu as voulu bien faire. Mais là, c'est ta faute s'ils sont tombés malades. Bah, ça dépend parce que du coup, tu peux prendre ta responsabilité, vouloir faire le meilleur et du coup te tromper. Ouais. Et soit tu culpabilises pendant X temps en disant, ah mon Dieu, c'est ma faute, etc., etc., ce qui peut des fois être le cas. Soit bah voilà, tu dis, bon bah ok, j'ai fait ça, j'ai merdé, j'en prends la responsabilité et j'essaye d'arranger les choses. Hmm. Ouais, si on prend l'exemple des enfants, par exemple, tu as un enfant qui part un peu en vrille, on va dire, qui tombe dans l'addiction, ce genre de choses, qui est en Mhm. échec scolaire, ou en tout cas qui, toi, Ouais. dans ton système de valeurs, ne suit pas le bon chemin. Est-ce que c'est ta faute ou pas? Bah, je pense qu'on a une part de responsabilité. Donc, quand on dit que tu as une Dans part ce de responsabilité, c'est-à-dire que c'est en partie ta faute. coup, oui. En fait, si ça vient vraiment de l'interne, les choses que tu as fait, oui, ça peut être ta faute. Si ça vient de l'externe, je sais pas qu'il y ait des mauvaises influences ou des choses comme ça. Là, ça va être par exemple une faute à 20%, une faute à 60, à 80% ou des choses comme ça. Mais ton enfant, alors ça dépend de son âge, il a lui-même une part de responsabilité. Hmm. Ouais, mais toi, en voyant qu'il commençait à fréquenter des personnes peu fréquentables, ça aurait pu être aussi ta responsabilité de prévenir ton enfant, de le sensibiliser Mhm. là-dessus. En fait, ouais, c'est compliqué, je trouve, quand même, comme notion, parce que finalement, c'est à tout moment, tu peux changer. En fait, le fait de se sentir responsable, c'est qu'à tout moment, tu peux changer le cours de ta vie et de celui des autres. Mhm. Ouais, le concept de responsabilité, il est vraiment lié à l'instant présent, alors que celui de la faute, ou en tout cas Hmm, celui-là, il est plutôt lié au passé. Ouais, c'est plutôt l'idée parce que finalement, tu peux pas savoir la faute avant un certain temps, toi. Il y a, comment dire, tu peux pas fauter au futur, parce que même si, admettons, tu veux faire de la merde pour avoir des mauvaises conséquences, bah, finalement, t'en sais rien vu que c'est le futur. Tu vois, si tu, genre, je sais pas, je vais prendre un exemple un peu fou, mais admettons, il y a quelqu'un qui t'énerve dans la rue, tu le pousses, ouais, il trébuche, il tombe un peu sur la route, il y a une voiture qui passe par là qui veut l'éviter, qui finalement finit dans un poteau, et cette voiture, il se trouve qu'elle a été poursuivie par les flics parce que c'est un tueur en série, et du coup, il l'arrête. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Bah, tu vois que le mal que tu as voulu faire, finalement, les conséquences peuvent apporter du positif. Et que si Hmm. tu n'avais pas voulu foutre la merde, finalement, ils auraient peut-être pas attrapé ce tueur en série. Ouais. Au fond, on n'en sait rien. Mais Parce ça, que tu peux pas le savoir. ça, tu peux pas le savoir. Imagine ton gamin, Mm, bah, il tombe dans l'addiction, il se drogue. Et toi, bah, tu te dis c'est ta faute, etc. Mais que il en sort. Et
du coup, il décide d'aider d'autres personnes à en sortir aussi, finalement, cette Mhm. expérience aura été positive. Bah, ouais, mais ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Ouais, ça, on peut pas le savoir à l'avance. Et pour en revenir au concept de liberté, à partir du moment où tu ne sais, en fait, on ne sait rien. Je sais que je ne sais rien. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui sera, si nos actes auront un impact positif ou négatif. Mhm. Donc, est-ce que la liberté n'est pas qu'une illusion au final, de se dire que bah, quoi que je fasse, en fait, j'en sais rien. Mhm. Bah, en fait, dans la liberté, on confond souvent ça avec le libre arbitre. Et toutes nos décisions, d'après les neurosciences, sont déjà prévues à l'avance. Ils avaient fait une expérience, je crois que c'est Benjamin Libet qui avait fait ça, et ça a été repris un peu plus tard, où genre il te faisait passer une IRM, bon bref, bah, il scannait ton cerveau, quoi. Et l'expérience, il te disait, bah voilà, bougez votre doigt gauche, enfin, bougez un doigt, et en fait, l'image dans le cerveau, tu voyais la décision prise par le cerveau avant que la personne dit je vais lever tel doigt. C'est-à-dire que, admettons, tu me dis, vas-y, lève le bras droit. Je dis, voilà, j'ai levé le bras droit. Mon cerveau, quelques dixièmes de seconde avant, avait décidé de lever ce bras-ci. Avant, Avant que j'ai conscience de ça. ah oui, avant même que moi je te dise par exemple, lève ton bras droit. Alors, pas à ce point-ci, mais si tu me dis, vas-y, lève ton bras, et que je mets un petit laps de temps à dire quel bras je vais lever, inconsciemment, ma décision était déjà prise avant que j'ai conscience de décider quel bras je vais lever. Hmm. Et de toute façon, même tu vois, nos choix se font aussi. Il y a la théorie du gène égoïste aussi. Je crois que c'est Hawking qui dit que finalement, le but dans la vie, c'est de perpétuer nos gènes. Notre microbiote, nos bactéries dans nos intestins influencent aussi sur nos décisions, enfin, notre naissance, notre société, etc., etc. Tous nos choix sont finalement conditionnés et pourraient être prédits à l'avance par si on avait accès au futur notamment. Mais c'est pour ça que le libre arbitre, pour le coup, selon moi, est une pure illusion. On a la sensation de décider, mais finalement, alors elle n'était pas prévue à l'avance au sens de tout est écrit, mais l'ensemble de nos choix etc. Vont nous conduire à ça. Moi, c'est comme l'amour, c'est quelque chose de très chimique. Et tu as des personnes finalement qui se retrouvent dans des relations toxiques, qui personne ne les a obligés à finir avec telle ou telle personne, et qui se rendent compte qu'ils répètent un schéma. Ils disent, ah bah tiens, je tombe toujours sur des relations toxiques, etc., sur des pervers narcissiques, etc., etc. Finalement, tu te rends compte qu'ils sont prisonniers d'une manière de penser. Alors qu'ils ont l'impression d'avoir le choix. Mhm. Là, ça me rappelle Fondation de Isaac Asimov. Ouais. Et c'est Harry Seldon qui est le protagoniste du premier tome. Il y a plein de tomes. Mais dans le premier, Mhm. il introduit le concept de psychohistoire où, Mhm. en gros, il prédit l'avenir Ouais. avec les macro-décisions de. Il considère que l'ensemble des êtres humains constitue une masse énorme dont tu peux anticiper les décisions à l'échelle macro. Ouais. Et donc, il prédit la décadence de. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'Empire. Il me semble qu'il y a une faction qui s'appelle l'Empire, la décadence de l'Empire, qui est au top du top de la technologie, Mhm. mais il va y avoir une déchéance de l'ordre de 30 000 ans et Ok. qu'on peut réduire à 3 000 ans uniquement, mais en Mhm. mettant en place tel truc, tel truc, tel truc, et notamment les fondations, c'est-à-dire une forme d'encyclopédie énorme de toute la connaissance humaine, Mhm. rassemblée à un endroit qui va permettre à la race humaine de reprendre son essor, de retrouver son élan initial et donc de réduire ces 30 000 ans de décadence en 3 000 ans. Et, Ok. et du coup, ouais, ça me faisait penser à ça, à l'histoire du libre arbitre qui n'est qu'une illusion parce que bah, tout ce qui prédit à l'échelle macro, ça se produit.
Mais ce qu'il n'avait pas Mhm. prédit, c'est qu'à l'échelle micro, il y a des individus qui sont capables de changer le cours de ce que lui avait prévu comme, et il avait baptisé ça la psychohistoire. Ça se base sur de la Mhm. psychologie de masse. Mais il y a quelques individus qui, de par leur impact à l'échelle micro, peuvent complètement changer ça. Donc Mhm. peut-être que oui, dans l'inconscient, on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai que quand je regarde mon histoire par rapport à tout ce qui s'est passé, je me dis, bah, de toute façon, ça n'aurait pas vraiment pu se produire autrement. De par mon Mhm. éducation, de par ma scolarité, de par les personnes que j'ai rencontrées, bah, petit à petit, il y a il y a des choses qui se sont construites, il y a des nouveaux paradigmes qui se sont installés. Avant, je me disais, bah, l'entrepreneuriat, c'était juste impossible. Vivre de son art, c'est juste impossible. Et petit à petit, mais quelque part, peut-être que tout ça était déjà écrit, ouais. Ça, pour le coup, je n'en sais rien. Il y a, c'est pour ça que à la liberté, je préfère le terme de libération, où plus tu prends conscience des causes qui te déterminent, plus tu peux t'en libérer, du coup. Et peut-être que, tu vois, finalement, toutes les choses que tu pensais impossibles, par des micro-choix, des lectures, des rencontres, des écoutes, etc., tu t'es libéré de ce qui aurait pu être, tu seras encore salarié. Mais à ce moment-là, se poser la question de qui suis-je? Si tu te libères de tout ce qui t'a construit jusqu'à présent, ou en tout cas ouais, tout ce qui t'a conditionné, à ce moment-là, tu te demandes, mais qui est-ce que je suis? J'ai le droit d'être qui je veux, au fond. Au fond, ouais. Dans la théorie, oui. Mais c'est aussi pour ça que Nietzsche parle notamment de deviens qui tu es. Parce qu'il y a peut-être un vrai soi, en tout cas une aspiration à être autrement que ce que l'on est, et trouver un process qui nous permet de l'atteindre. Ce process-là qui te permet d'atteindre qui tu es, ça serait quoi? Mhm. Ah bah, je pense qu'il est propre à chacun, mais j'imagine en tout cas que ça commence par le fait de prendre la responsabilité de qui on est aujourd'hui, et du coup de qui on veut être. Parce que là, j'avais fait une réunion avec quelques personnes la semaine dernière, et la question qui s'est posée, ça a été qui je suis? Mhm. Qui je suis vraiment? Et je trouvais que c'était une question assez complexe finalement. Je trouve que cette question-là met une pression énorme sur bah, qui je suis. Je suis un père? Est-ce que je suis un mari? Est-ce que je suis un salarié? Est-ce que je suis tout ça? En fait, j'avais plutôt répondu en disant, bah, déjà, dès lors qu'on retire toutes ces étiquettes qui nous définissent et qu'on écoute juste ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, même pas il y a un Mhm. an, ou dans 10 ans, pas besoin de se projeter à cette échelle-là. Aujourd'hui, de quoi tu as envie? Mhm. Est-ce que tu as envie d'accompagner des gens? Est-ce que tu as envie de peindre? Est-ce que tu as envie de dessiner? Est-ce que tu as envie de rien faire? Juste ça. Et si tu écoutes ça tous les jours, toutes les heures même, en fait, tu te sens libre là. Mhm. Donc, est-ce que faut vraiment se poser la question de qui je suis ou il faut que je trouve qui je suis? Parce que peut-être que ça nous détourne justement de ce dont on a envie. Est-ce que qui je Mhm. suis, c'est pas ce dont j'ai envie à cet instant-là? Mhm. Bah, je pense, oui, parce qu'à la question qui suis-je, tu peux effectivement effeuiller chaque chose et tomber sur une forme de substance, ce qu'on appelle une substance pensante, qui est ce qui résiste une fois que tu as enlevé tout. Et finalement, c'est là où, au lieu de, si on distingue un petit peu être et exister, où tu vois que être, ça te met dans une forme d'état un peu fixe, genre, tu vois, ce micro est accroché. Là où justement un être humain, il existe au sens extaré du terme, qui est se tenir au-dessus d'eux. C'est-à-dire que je peux avoir une vue à la troisième personne. Toujours, si on fait la métaphore parallèle avec les jeux vidéo. Et finalement, l'être humain, il est jamais, il existe au fur et à mesure du temps, il y a une forme de projet.
faudrait qu'on parle aussi de beaucoup de projets de vie. Et c'est pour ça que la question qui suis-je, finalement, c'est bien de se la poser pour savoir d'où on part, mais c'est pas vraiment la vraie question selon moi, parce que nous sommes ce que nous faisons. Plus on fait quelque chose, plus on le devient d'une certaine manière. En fait, l'être humain, il y a deux faces. Il y a à la fois le faire et l'être. C'est dans ce sens où c'est cette forme d'existence. Et comme nous sommes ce que nous faisons, et même ne rien faire, finalement, c'est faire quelque chose, tu vas te construire comme ça. Du coup, qui suis-je? Tu pourrais te dire, bah, je suis le type de personne qui fait telle chose, qui fait telle chose, qui fait telle chose, actuellement. Et qui ai-je envie d'être? Bah, ça va dépendre du projet que tu as envie de construire avec toi-même. Et donc, vaut mieux décider de ce que tu as envie de faire pour devenir, justement. Hmm. Je sais pas si je suis très clair. Ouais, en fait, ce que je comprends, c'est que ça passe beaucoup par l'action. Ouais. Et cette action-là, tu as tout intérêt à la décider plutôt qu'à la subir. Mhm. Et même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, tu peux anticiper quand même les conséquences, parce que sinon, tu fais les choses comme ça au hasard, tu dis, bah, de toute façon, je connais pas les conséquences, donc je m'en fous. Alors que non, tu peux quand même les anticiper. Tu vois, si je décide de picoler tous les soirs, il y a de très fortes chances pour que je sois en moins bonne santé que si je décide de ne pas picoler tous les soirs. Hmm. Pour résumer, se sentir libre, c'est finalement une question de sensation qui est à Mhm, différencier de l'autonomie, qui, mhm, elle, consiste à te définir un cadre. ouais, Être autonome, c'est décider quel est le cadre dans lequel je veux vivre. mhm, Et l'autonomie amène cette sensation de liberté. ouais. Et cette sensation de liberté amène la nécessité de se sentir responsable de ce que l'on fait. Ouais, c'est prendre conscience qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie et du coup qu'on a un pouvoir immense sur notre vie et potentiellement Mhm. sur celle des autres aussi, hein. Et sur celle des autres. Ouais. L'idée n'est pas non plus de se foutre une pression monstre en disant mon Dieu, je suis responsable d'absolument tout, c'est affreux. Juste de se dire ok, j'ai le choix. Et ça sert à rien de culpabiliser des mauvais choix qu'on a pu faire. C'est juste que, bah, des fois, on reste des êtres humains hyper complexes et que on pense à faire généralement ce qui est le mieux pour nous et pour les autres. Hmm, ok. Bon, bah, c'est cool, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. Ouais, je pense aussi. Bah, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Euh, Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou moi, vous pouvez retrouver tout en description de cette vidéo et sachez également que cette émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut!